Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire, ouverture ce matin à Cotonou de la réunion du comité d'experts de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Les précisions de l'objectif d'une telle rencontre dans un instant. Au Bénin, la qualité des infrastructures routières reste un sujet malheureusement d'actualité qui fait grincer les dents des usagers de la route. Dans cette édition, nous allons nous intéressé sur la piste cyclable de l'échangeur de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi et hors de nos frontières. À 11 jours de l'élection présidentielle en Libye, la situation reste confuse. Le gouvernement d'union nationale se dit prêt pour ce scrutin, mais la Haute Commission électorale n'a toujours pas publié la liste définitive des candidats éligibles. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce matin à Cotonou de la réunion du comité d'experts de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES par le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique représentant la ministre. Il a présidé à l'ordre du jour des assises 15 points qui y sont inscrits. Points détaillés par ses propos de Tchèque Tidiane Tunkara et de Victorin Ronvo, respectivement président du comité des experts et représentant de la ministre du Travail et de la fonction publique. Nous sommes appelés à formuler des avis motivés et des propositions précises et opérationnelles afin d'alimenter utilement la réflexion du Conseil des ministres dans le cadre de l'exercice de son pouvoir décisionnel exclusif visant la bonne réalisation progressive des objectifs de la conférence. Je me permets d'inviter toutes les délégations à participer activement au débat en vue d'apporter leur précieuse contribution à l'amélioration des différents dossiers soumis à notre examen. Au cours de vos travaux, vous aurez à examiner une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres le rapport d'activité de la CIPRES pour l'année 2020, les projets de plan d'action, du budget de l'exercice 2022 et du contrat d'objectifs à assigner à la commission de surveillance de la prévoyance sociale. Aussi, voudrais-je vous exhorter à focaliser votre attention sur l'examen des documents qui vous sont soumis en vue de permettre au Conseil des ministres de prendre les décisions idoines pour la bonne gouvernance de nos organismes de prévoyance sociale. Reçu sur votre émission Matin d'Éden de ce mardi 14 décembre 2021, le directeur de la cellule de gestion des factures normalisées à la Direction générale des impôts, Eric Akakbo Djirountri, puisque c'est de lui qu'on parle, il est revenu sur la réforme des factures normalisées. Il a expliqué le but, mais aussi et surtout les avantages que présente cette nouvelle réforme à la population béninoise. Je vous invite à suivre un extrait du DGI Eric Akakbo Djirountri. Facture normalisée, en fait, c'est une facture qui est émise au moyen d'un système électronique. La facture normalisée comporte toutes les mentions qui figuraient sur les factures traditionnelles que nous avions connues à la main ou bien effectuées grâce aux moyens Excel ou bien Word. En plus des mentions traditionnelles qui figuraient sur ces factures-là, on a rajouté 3 éléments de sécurité. 3 éléments de sécurité que sont d'abord la signature MECEF, qui constitue un ensemble de 24 caractères alphanumériques, c'est-à-dire mélanger des chiffres et des lettres pour pouvoir authentifier que la facture a été effectivement émise et authentique. Deuxièmement, il y a le code NIM, c'est-à-dire c'est à travers des machines que la facture est souvent émise. Le troisième élément principal qui permet d'authentifier la facture, c'est le code QR. Le code QR qui est une sorte de tache noire qui figure sur la facture et qui permet par simple scannage de lire la facture et de retrouver tous ces éléments en scannant juste cette partie-là de la facture qui est le code QR. C'est une importance très capitale, cette réforme-là. Aussi bien pour l'administration fiscale en général, mais également pour tout le gouvernement. La réforme vise
4 objectifs principaux. Premièrement, elle vise à lutter contre la fraude fiscale en amont. Oui. Deuxièmement, la réforme permet d'accompagner les entreprises afin que la concurrence déloyale qui s'observait dans leur rang puisse cesser et surtout sécurise les recettes de l'État parce que désormais, à travers la facture normalisée, les recettes de l'État se trouveront mieux confortées et aussi bien les déviances observées au niveau des contribuables et au niveau des agents des impôts. Il y a toujours des brebis galeuses dans tous les rangs. Avec les factures normalisées, ça aussi, ça va limiter un peu cette déviance-là que nous observons. Et surtout, ça permet désormais à ce que les entreprises soient plus zen, dégagées en matière de contrôle fiscal, puisque ça va favoriser certaine transparence dans les contrôles fiscaux. Vous venez à l'instant de suivre Éric Kako-Djimoutri, directeur de la cellule de gestion des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Intéressons-nous à présent au problème persistant de la qualité des infrastructures routières chez nous en République du Bénin. Et cela fait des années que la piste cyclable de l'échangeur de Godomin dans la commune d'Abomey-Calavi en est une illustration. Cette voie demeure un véritable calvaire pour les usagers qui l'empruntent. Constat dans ce reportage signé Dorcas Arouangan. Pavés complètement dégradés, détachés ou affaissés par endroits, bosses en forme de dos d'âne le long de la voie et gros trous de part et d'autre, voilà l'aspect que présente la piste cyclable de l'échangeur de Godomin. Les usagers soumis à cet état de choses en témoignent. La voie a été dégradée et on remarque qu'il y a également des dos d'âne qui sont fabriqués, suite également au poids aussi. Donc il faut revoir parce qu'on a dit que c'est une piste cyclable. Donc il faut que ça soit seulement pour des motos. Il y a également le poids des véhicules également qui agit et qui donne également ces formes de dos d'âne qui n'ont pas été prévues. Et avec cela maintenant, il y a des insécurités qui peuvent se passer la nuit par exemple. Donc on n'est pas en sécurité en empruntant cette piste-là. La voie au niveau de l'échangeur de Godomé est tellement dégradée. On sent des douleurs. Si on ne prend pas la voie, on sent des douleurs partout. D'environ 565 mètres de long, cette voie est destinée à permettre de rallier Cotonou à Abomey-Calavi via le trafic local. Pour certains usagers, la vétusté de l'infrastructure est à la base de cet état. Je pense qu'on a fait cette voie, ça fait tellement longtemps et c'est pourquoi l'état de la voie est tellement dégradé. C'est comme ça maintenant. Bon, je vois que ça fait au moins 3 ans et quelques ans. Parce que cette voie-là, vraiment, l'expérience que moi j'ai fait sur cette voie-là, vraiment, je vois que l'étude de sol qu'ils ont fait là, vraiment, qu'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol de cette voie. Parce que plusieurs fois, ils ont venu réparer ça. S'il pleut au moins 2 fois maintenant, c'est toujours comme ça. Il lance donc un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voie. Je lance un appel au projet qui traite de la route également, de pouvoir y penser également à la réhabilitation de cette voie-là. Et j'invite sincèrement les autorités à penser par rapport à la voie comme ils pensent à d'autres voies dans les pays pour que cela soit amélioré d'ici peu. Il peut enlever tous les pavés et faire bien l'étude de sol de ça avant de faire ça. Parce que chaque fois s'il fait ça là, c'est le problème là qui se pose. La réalisation de cette infrastructure, fruit de la collaboration entre la Chine et le Bénin, a coûté 12 milliards de francs CFA. Elle a été ouverte à la circulation en 2011. C'est bientôt la fête, ou du moins les fêtes de fin d'année. Et les parents s'attellent à faire des achats, mais également ils ont pour objectif d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Le choix n'étant pas facile face à une variété de jouets disponibles, la rédaction de NTV a fait un tour dans certains stands de vente. Dans ce reportage de Dorcas Arouangan, vous découvrirez quel type de cadeaux à offrir à votre enfant. Le marché des jouets s'est déjà ouvert dans les villes du Bénin.
Pour certains, la couleur est l'élément fondamental à prendre en compte dans le choix du jouet à offrir à un enfant, fille ou garçon. Généralement, tous les sexes ont droit à des jouets. Bon, c'est nous qui faisons ici la distinction entre filles et garçons en tenant compte de la couleur. Puisque généralement on dit que la couleur rose est destinée aux filles et généralement ce qui est couleur bleue pour le garçon. Pendant que d'aucuns pensent qu'il faut offrir de simples jouets aux enfants, d'autres trouvent idéal de leur offrir des jeux de construction. Il y a des cadeaux, des jouets destinés uniquement pour la fille. Par exemple, les poupées, les jeux de perles, de tissage, de tricotage. Par contre, chez le garçon, c'est des voitures, des fois des pistolets sans bruit, non violents. Ce qui est bon de nos jours, c'est les jeux éducatifs. Il ne faut pas offrir tout type de jouets à l'enfant qui ne va pas l'aider à développer sa mémoire. Il faut offrir des jouets qui puissent leur développer l'intelligence, des jeux de construction, en tout cas des jouets qui peuvent les accompagner dans l'éducation. Ces jeux de construction sont constitués de plusieurs objets qui pourraient contribuer à l'accroissement de l'enfant. Donc nous avons des tablettes, nous avons le Scrabble, nous avons la Monopoly. Les accessoires de docteur, le livre interactif, l'ordinateur, piano, les micros. Il y a les spécimens qui sont déjà dedans et l'enfant doit construire. Vous voyez, ça va l'amener à remuer les méninges. Nous éduquons les enfants, mais les jouets c'est plus pratique. Il faut utiliser aussi les jouets pour leur montrer en fait ce que nous leur disons chaque fois. Tu vois un peu. Donc il faut des jouets qui puissent d'abord les aider à l'école et puis les aider à la maison pour que les parents puissent moins parler aussi. Malgré cette diversité des jouets, les clients se font encore désirer dans les marchés de jouets. Hors de nos frontières et plus précisément au Soudan, les manifestations pour un pouvoir civil continuent. Illustration avec une énième mobilisation hier qui se tenait aux abords du palais présidentiel à Khartoum, rapidement dispersée. Depuis le coup d'État militaire du 25 octobre, les autorités soudanaises ont promis un gouvernement formé de civils, mais qui n'a pas encore été annoncé. C'est une scène quasi quotidienne dans les rues de la capitale soudanaise. Quelques minutes avant, ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés près du palais présidentiel. Nous ne voulons pas d'un régime militaire. Nous avons choisi Abdallah Hamdok, mais il ne s'est pas engagé à un régime civil. Nous demandons un régime civil, car c'est tout ce que le peuple soudanais a toujours voulu. De nombreux Soudanais se mobilisent régulièrement pour réclamer un pouvoir civil depuis le coup d'État militaire du 25 octobre. Ce jour-là, le général Abdel Fattah al-Burhan avait arrêté la plupart des civils qui dirigeaient le pays avec lui, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok. Face à la pression de la communauté internationale, un accord est signé entre les deux hommes le mois dernier. Abdallah Hamdok quitte alors sa résidence surveillée et retrouve son poste de chef du gouvernement, tandis que de son côté, le général Burhan reste à la tête des autorités de transition jusqu'à la tenue des prochaines élections, prévues pour juillet 2023. Une alliance saluée par l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, mais loin d'avoir calmé les manifestants. Aujourd'hui, nous redisons que nous refusons l'accord entre les militaires et Abdallah Hamdok. Moi, je le refuse parce que les dirigeants militaires et paramilitaires n'ont que faire du pays. Il y a quelques jours, lors d'un exercice militaire, le général en chef Abdel Fattah al-Burhan a accusé des représentations diplomatiques en fonction dans le pays d'encourager la révolte de la population contre l'armée. Nous observons tous la scène politique et constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens, et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées afin de saisir l'occasion de s'immiscer dans les affaires soudanaises.
Selon un syndicat de médecins proche des manifestants, depuis le 25 octobre, les forces de sécurité auraient tué plus de 40 personnes et blessé des centaines d'autres, en réprimant les manifestations anti-putsch. Un bilan démenti par la police soudanaise, qui assure ne jamais avoir ouvert le feu sur les manifestants. Pendant ce temps, les Tunisiens se sont réveillés ce matin au son de nouvelles annonces politiques. Le gel du Parlement est prolongé jusqu'à décembre 2022, date de nouvelles élections législatives. Toutefois, en juillet prochain, un référendum sera organisé pour voter sur les réformes constitutionnelles. Des annonces faites hier soir par le président Kais Saïed lors d'un discours à la nation. Le point dans cet élément. Comme à son habitude, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, prend la parole de manière assez surprenante et surprise. La presse n'est pas au courant de ces prises de parole. Tout le monde est pris au dépourvu. Le président de la République qui devait s'exprimer le 17 décembre prochain, selon des rumeurs, il allait annoncer la dissolution du Parlement ou encore remodeler ou alors refaire une nouvelle constitution. Il est revenu sur certains aspects de la vie quotidienne en Tunisie, sur sa lutte contre la corruption qui continue par rapport aux différents partis politiques. La raison pour laquelle il a décidé de prolonger le gel du Parlement. Premièrement, le Parlement reste suspendu ou gelé jusqu'à la date de l'organisation de nouvelles élections. Deuxièmement, l'organisation de consultations populaires à partir de début janvier. Certains préparatifs ont déjà commencé pour les plateformes électroniques et pour les questions qui seront posées, qui seront claires et courtes. La réforme constitutionnelle et d'autres projets seront soumis à un référendum le 25 juillet, date de la commémoration de la déclaration de la République. Donc pas de dissolution du Parlement pour le moment de la part du président de la République, mais simplement le prolongement du gel en attendant des élections législatives prévues en décembre 2022. Et en Libye, à 11 jours de l'élection présidentielle, la situation reste confuse. Le gouvernement d'union nationale se dit prêt pour ce scrutin, mais la haute commission électorale n'a toujours pas publié la liste définitive des candidats éligibles. Rappelons qu'officiellement, cette liste devait être annoncée au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Du coup, le premier tour de l'élection semble plus que jamais incertain. Reportage avec RT France. L'élection présidentielle libyenne aura-t-elle lieu le 24 décembre prochain? 10 jours avant le scrutin, toujours pas de liste de candidats éligibles publiée. Le gouvernement se veut tout de même rassurant. Le gouvernement d'unité nationale s'est engagé devant le peuple libyen à remettre le pouvoir au gouvernement élu lors du vote qui aura lieu le 24 décembre si Dieu le veut. Aujourd'hui, tous les Libyens devraient aspirer à ce jour et personne ne devrait les empêcher de bénéficier de ce droit historique. Officiellement, cette liste devait être annoncée au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Le ministre de l'Intérieur libyen, lui, s'est également engagé à garantir le bon déroulement de l'élection. Le ministère de l'Intérieur accomplit son travail, sécurise et protège les centres de vote et conduit le processus électoral de la manière requise. Cependant, la campagne électorale n'a toujours pas débuté, faisant donc craindre un report du vote. Un comité juridique parlementaire doit examiner les rapports émis par le ministère de l'Intérieur, le Haut Conseil juridique et la Haute Commission électorale avant de soumettre ses recommandations au Parlement, qui devra décider de maintenir ou non l'élection. Mercredi dernier, le Haut Conseil d'État libyen avait déjà proposé de repousser l'échéance au mois de février, estimant que les résultats ne seraient pas acceptés en cas de maintien du scrutin à la date initiale. Du globe terrestre, les États-Unis sont sous le choc après le passage ce week-end d'une vingtaine de tornades ayant causé la mort de 88 personnes dans le centre-sud du pays. Parmi les victimes, 6 sont décédés dans un entrepôt du géant Amazon. La précision de ce choc interne au pays de Joe Biden avec nos confrères toujours de RT France. Après les violentes tornades qui ont frappé les États-Unis ce week-end, l'heure est désormais aux questions, notamment autour d'un entrepôt qui appartient à Amazon et qui est situé dans l'État de l'Illinois, où 6 personnes sont décédées. Assez vite, finalement, il y a eu des interrogations sur les conditions à l'intérieur du bâtiment. Écoutez.
Quand vous avez parlé à Amazon, vous ont-ils parlé du fait qu'ils ont conduit les employés dans un endroit sûr? Y avait-il un endroit où ils pouvaient s'abriter? Nous n'avons pas parlé spécifiquement du mouvement des employés. Mais comme je l'ai dit, je les ai implorés de soutenir cette communauté et ils ont proposé de le faire. Et depuis, il y a des témoignages qui jettent le trouble sur le rôle et l'attitude des dirigeants de cet entrepôt et la façon avec laquelle ils ont géré les événements. Par exemple, l'une des conjointes d'une des 6 victimes de cet entrepôt affirme que son conjoint, justement, n'a pas été autorisé à quitter les lieux. Autre interrogation, elle concerne la politique d'Amazon qui consiste à interdire l'usage du téléphone portable sur le lieu de travail. C'est une mesure qui est aujourd'hui contestée parce que c'est avec le téléphone portable que les salariés sont en mesure de recevoir les alertes d'urgence, comme par exemple un avertissement avant le passage d'une tornade. Alors Amazon répond en affirmant que les salariés de cet entrepôt de l'Illinois avaient leur téléphone et que tout a été fait pour les mettre à l'abri et les placer en sécurité. Une enquête a toutefois été ouverte par l'agence fédérale compétente en matière de santé au travail. Elle devra statuer sur le respect ou non des normes en la matière dans cet entrepôt. Et puis critiqué pour sa réaction tardive, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a finalement adressé un message de compassion pour les victimes sur Twitter. Amazon qui a également annoncé le versement d'une aide d'1 million de dollars à la ville où était basé son entrepôt. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.